Salut mes chers abonnés, l'histoire d'aujourd'hui est un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. J'ai décidé de sortir de la routine et d'expérimenter de nouveaux genres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous trouverez un mélange de mystère et de la romance de toujours. Je sais que ce ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais c'est une expérience qui réunit des genres qui me passionnent. J'adorerais lire votre avis dans les commentaires. Reste avec moi, Eva. Ne ferme pas les yeux, s'il te plaît. Regarde la lumière, même si elle brûle, même si elle te blesse. Je suis là. Je ne te lâcherai pas. La pluie martelait le bitume de l'autoroute A16 avec une régularité de métronome, un son sourd et lourd qui étouffait presque le hurlement des sirènes au loin. L'odeur était insupportable, un mélange âcre d'essence, de gomme brûlée et de cette humidité métallique qui précède souvent le drame. J'avais les mains qui tremblaient, mais je ne pouvais pas me permettre de faiblir. Mon uniforme de pompier pesait 1 tonne sur mes épaules, gorgé d'eau. Mais c'était le poids du corps d'Eva contre ma poitrine qui me coupait véritablement le souffle. Je l'avais extraite de la carcasse fumante de la voiture, une berline sombre dont le capot était maintenant replié comme une feuille de papier dérisoire. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les gyrophares bleus et rouges découpaient la nuit en lambeaux de couleurs saturées, projetant des ombres dansantes sur le visage de la femme que je tenais. Elle était pâle, d'une pâleur de craie, avec une traînée de sang qui s'écoulait de son front pour se perdre dans ses cheveux sombres et trempés. Ses yeux se sont ouverts, d'abord vagues, errant dans le vide du ciel noir, avant de se fixer sur les miens. Un choc électrique a traversé mon échine. Ce n'était pas seulement le regard d'une victime en état de choc, c'était autre chose. Une reconnaissance si profonde, si viscérale, qu'elle m'a clouée sur place, au milieu de la chaussée mouillée. Ses lèvres ont bougé, laissant échapper un murmure à peine audible derrière le fracas de l'orage. « Vivienne », a-t-elle dit. Ma voix s'est étranglée dans ma gorge. « Je m'appelle Vivienne, oui, c'est écrit sur mon insigne. » J'ai tenté de la rassurer d'un ton que je voulais professionnel, mais elle a secoué la tête avec une force surprenante, agrippant le col de ma veste de protection avec ses doigts glacés. « Non, Vivienne », a-t-elle répété, sa voix se raffermissant malgré la douleur manifeste qui crispait ses traits. « Vivienne, pourquoi tu me regardes comme si tu ne me connaissais pas? Nous sommes mariés, le monde autour de nous a semblé s'arrêter. Le bruit des voitures, les ordres criés par mes collègues, le crépitement de la radio sur mon épaule, tout est devenu un bourdonnement lointain. J'ai baissé les yeux sur ses mains. Sur son annulaire gauche, une alliance en or fin brillait sous la lumière crue des projecteurs de secours. J'ai senti mon cœur cogner contre mes côtes avec une violence inouïe. Je ne connaissais pas cette femme. Je ne l'avais jamais vue de ma vie avant de forcer la portière de son véhicule coincé contre la glissière de sécurité. J'habitais seule dans un petit appartement à Amiens. Ma vie était réglée comme du papier à musique entre mes gardes à la caserne et mes courses solitaires le long de la Somme. Je n'avais jamais été mariée. Pourtant, la certitude dans sa voix, cette manière dont elle prononçait mon prénom, avec une intimité que personne d'autre n'avait jamais possédée, m'a glacé le sang plus sûrement que la pluie d'octobre. Eva, puisque c'était le nom inscrit sur ces papiers que j'avais aperçus sur le siège passager, ne me quittait pas des yeux. Son regard était un mélange de détresse et d'incompréhension totale. Elle ne jouait pas la comédie. Elle n'était pas seulement désorientée par le traumatisme crânien. Elle me regardait comme si j'étais son ancrage, sa seule vérité dans ce chaos de métal et de verre brisé. Les brancardiers sont arrivés, me forçant à lâcher prise. Ils l'ont soulevée avec précaution pour l'installer sur le brancard. Elle a essayé de tendre la main vers moi, un geste désespéré que j'ai intercepté malgré moi, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne, avant que la sangle ne soit bouclée. « Ne me laisse pas, Vivienne », a-t-elle supplié alors qu'on la hissait dans l'ambulance. Je suis restée plantée là, au milieu de la route, l'eau ruisselant sur mon visage, incapable de bouger. Mes gants étaient tachés de son sang. Mon chef de groupe est passé à côté de moi, me tapant l'épaule en signe de félicitations pour l'extraction rapide, mais je n'ai pas pu répondre. Mon esprit était une tempête de questions sans réponse. Comment pouvait-elle connaître mon prénom? Et surtout, pourquoi l'idée qu'elle puisse avoir raison, cette sensation absurde et terrifiante que quelque chose en moi répondait à son appel, commençait-elle à s'insinuer dans mes pensées? Je savais qui j'étais. Je savais ce que j'avais fait hier, le mois dernier, l'année dernière. Mais en regardant les portes de l'ambulance se refermer sur elle, j'ai ressenti un vide soudain, comme si une partie de mon histoire venait d'être effacée ou, pire, comme si je venais de réaliser que les pages de mon propre livre étaient blanches. Je suis rentrée à la caserne dans un état second. Le débriefing a été flou. J'ai rempli les rapports machinalement, écrivant des mots comme accident de la voie publique, traumatisme, victime consciente. Mais je n'ai pas écrit ce qu'elle m'avait dit. Je n'ai pas écrit qu'une inconnue, au milieu d'un carnage, m'avait revendiquée comme sa femme. C'était trop absurde.
trop dangereux pour ma propre santé mentale. Dans les vestiaires, j'ai retiré mes vêtements trempés. Ma peau était rougie par le froid. Je me suis longuement regardée dans le miroir au-dessus des lavabos. Mon visage était le même que chaque matin. Mes yeux clairs, mes cheveux blonds attachés en une queue de cheval stricte, la petite cicatrice au-dessus de mon sourcil droit que je m'étais faite en tombant de vélo quand j'étais enfant. Tout était là. Pourtant, l'espace d'une seconde, l'image dans le miroir m'a paru étrangère, comme si j'attendais de voir quelqu'un d'autre apparaître derrière mon épaule. Quelqu'un comme Eva. Je n'ai pas pu dormir. Le silence de mon appartement m'oppressait. Chaque craquement du parquet me faisait sursauter. Je me suis surprise à fouiller mes tiroirs, à ouvrir des boîtes de souvenirs que je n'avais pas touchées depuis des années, cherchant une preuve, n'importe quoi, qui aurait pu lier mon existence à la sienne. Mais il n'y avait rien. Des photos de mes parents, mon diplôme, quelques lettres d'une ancienne amie de lycée, mes factures d'électricité. Rien qui ne justifie la terreur calme qui s'était installée dans mon ventre. J'ai fini par m'asseoir à ma table de cuisine, une tasse de thé refroidie entre les mains, fixant la nuit par la fenêtre. La pluie n'avait pas cessé. Elle lavait la ville, effaçait les traces du sang sur l'autoroute, mais elle ne pouvait pas effacer le son de sa voix. Vivienne. Le mystère ne faisait pas que commencer. Il s'était déjà infiltré sous ma peau, transformant ma réalité en un décor de théâtre dont les coulisses me restaient invisibles. Je devais la revoir, non pas par devoir professionnel, mais parce que cette femme détenait une vérité sur moi que je ne possédais pas encore. Une vérité qui me faisait peur, mais qui m'attirait irrésistiblement vers l'hôpital où elle reposait, loin de notre prétendue vie commune, dans le froid aseptisé des chambres de surveillance. Je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas son nom de famille. Pour moi, elle n'était qu'Eva, la femme du accident, la femme qui disait m'aimer. Et pourtant, dans l'obscurité de ma chambre, je me suis surprise à murmurer son nom, juste pour voir comment il sonnait dans ma bouche, comme si je cherchais à réveiller un souvenir endormi au plus profond de mes cellules. Le résultat a été un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. C'était le début d'une chute, et je savais déjà que personne ne serait là pour me rattraper, à part peut-être celle qui prétendait déjà partager ma vie. Le lendemain matin, l'hôpital d'Amiens semblait enveloppé dans une brume artificielle, un mélange de néons blafards et de silence feutré par le linoléum. J'avais passé la fin de ma garde dans un état de somnambulisme, répondant aux ordres sans vraiment les entendre, l'esprit captif de cette scène sur l'autoroute. Je n'étais plus en uniforme. J'avais enfilé un jean et un pull sombre, espérant me fondre dans le décor des visiteurs anonymes, mais je me sentais comme une intruse, une criminelle revenant sur les lieux d'un forfait qu'elle n'avait pas commis. À l'accueil de l'unité de soins intensifs, l'infirmière n'a même pas levé les yeux de son écran. J'ai donné le nom d'Eva, celui que j'avais lu sur son permis de conduire, Eva Masson. On m'a indiqué la chambre 212. Mes pas résonnaient dans le couloir, avec une insistance qui me donnait la nausée. Pourquoi étais-je là? Si elle était confuse, si elle souffrait d'un délire traumatique, ma présence ne ferait qu'aggraver les choses. Et si elle avait raison? Cette pensée était si absurde qu'elle me donnait envie de rire nerveusement, mais le rire restait bloqué dans ma gorge. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je me suis glissée à l'intérieur. Eva était étendue là, presque noyée dans l'immensité du lit médicalisé. Elle ne portait plus de sang sur le visage, mais les ecchymoses commençaient à virer au violet sombre sous ses yeux. Elle semblait plus petite, plus fragile que dans mes bras la veille. Le bip régulier des moniteurs cardiaques marquait le passage du temps, une cadence qui me rappelait étrangement le rythme de la pluie sur le bitume. Quand ses paupières ont frémi, j'ai failli reculer, m'enfuir dans le couloir et oublier cette folie, mais ses yeux se sont fixés sur moi, et l'étincelle de lucidité qui y a jailli m'a clouée au sol. « Tu es revenu », a-t-elle murmuré. Sa voix était éraillée, mais elle ne contenait aucune hésitation. « Je suis venue voir comment vous alliez », ai-je répondu d'une voix que je voulais distante, presque clinique. « C'est moi qui vous ai sorti de la voiture. » Elle a esquissé un sourire douloureux, une expression de tendresse qui m'a glacé le sang. « Vivienne, arrête de jouer à ça. Je sais que tu as eu peur, moi aussi. Mais tu es là maintenant. Est-ce que les chats vont bien? Est-ce que tu as pensé à fermer la fenêtre du salon avant de partir pour ta garde? Il y a un orage terrible. » Je me suis approchée du lit, les mains enfoncées dans les poches de ma veste pour cacher leur tremblement. « De quel chat parlez-vous? Je n'ai pas de chat. J'habite au 3e étage d'un immeuble rue des Otages. Il n'y a personne chez moi. » Eva s'est redressée légèrement, grimaçant de douleur, sa main cherchant la mienne avec une autorité naturelle. « Nous habitons à Longo, Vivienne. La petite maison avec le volet bleu qui grince. Marius et Spleen, nos 2 chats. Tu les as adoptés l'hiver dernier. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air de me regarder comme une étrangère. » Son ton n'était pas celui d'une femme en plein délire. C'était le ton de la reproche domestique, de l'inquiétude conjugale. Elle connaissait mon nom, mon métier,
Et maintenant elle décrivait une vie que je n'avais jamais vécue avec une précision terrifiante. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. « Madame Masson, vous avez eu un accident grave ?» J'ai tenté de dire, ma voix montant d'un ton malgré moi. « Vous avez un traumatisme crânien. Il est normal que vos souvenirs soient altérés. Je ne vous connais pas. Je ne suis jamais allée à Longo pour autre chose qu'une intervention. » Elle a lâché ma main, son visage se décomposant. Ses yeux se sont remplis de larmes, non pas de confusion, mais d'une douleur de trahison pure. « Tu portes toujours la cicatrice au-dessus du sourcil, celle que tu t'es faite en tombant de vélo à 10 ans, a-t-elle lâché dans un souffle. Et tu as cette petite tache de naissance en forme de grain de riz juste au-dessus de la hanche gauche. Comment pourrais-je savoir ça si nous n'étions pas nous? Le souffle m'a manqué. Personne ne connaissait ce détail sur ma hanche. Personne. Ce n'était pas quelque chose que l'on voyait quand je portais mon uniforme, ni même dans la vie de tous les jours. C'était un secret de peau, un détail que seuls mes amants auraient pu remarquer, et je n'avais laissé personne s'approcher de moi depuis plus de 2 ans. Une sensation de vertige m'a forcé à m'appuyer contre le mur froid. « Qui êtes-vous » ai-je articulé avec difficulté. « Je suis ta femme, Vivienne. Je suis celle qui t'attend chaque matin avec un café trop fort, parce que tu n'arrives pas à te réveiller sans ça. Je suis celle qui connaît tes cauchemars sur le feu et qui te tient la main pour que tu te rendormes. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me tues une 2e fois aujourd'hui ?» Je n'ai pas pu répondre. J'ai fui la chambre, ignorant les appels de l'infirmière qui me demandait si tout allait bien. J'ai couru jusqu'au parking, l'air frais de la matinée me brûlant les poumons. Je me suis engouffrée dans ma voiture, verrouillant les portières comme si cela pouvait empêcher la réalité de m'atteindre. Je devais vérifier. C'était la seule solution. Je ne pouvais pas rester dans cette incertitude qui menaçait de me rendre folle. J'ai tapé l'adresse d'une petite maison au volet bleu à Longo sur mon GPS. Ce n'était qu'à 15 minutes de là. Pendant tout le trajet, mes mains sur le volant semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Je me répétais que c'était impossible. La mémoire humaine est faillible, mais pas à ce point. On ne peut pas oublier un mariage, une maison, une vie entière. On ne peut pas non plus inventer des détails anatomiques sur une inconnue. Quand je suis arrivée dans la rue calme de Longo, mon cœur a manqué un battement. La maison était là, exactement comme elle l'avait décrite. Une petite bâtisse en briques rouges, typique de la région, avec des volets d'un bleu délavé par le temps. Le volet de gauche battait légèrement contre la façade, produisant un grincement métallique qui a résonné dans le silence de la rue. Je suis descendue de voiture, les jambes lourdes. Dans l'allée, une petite voiture citadine était garée. Je me suis approchée de la fenêtre du salon. À l'intérieur, sur un canapé que je n'avais jamais vu, 2 chats dormaient paisiblement, l'un noir, l'autre gris tacheté de blanc. Marius et Spleen. Mon regard a dérivé vers le buffet. Il y avait des cadres photos. J'ai dû m'agripper au rebord de la fenêtre pour ne pas tomber. Sur l'un des clichés, 2 femmes riaient aux éclats sur une plage, les cheveux emmêlés par le vent de mer. L'une d'elles était Eva, rayonnante, son bras passé autour des épaules de l'autre femme. L'autre femme, c'était moi. Je portais une robe d'été bleue que je n'avais jamais possédée. Je souriais d'un bonheur que je ne me souvenais pas avoir ressenti. J'ai reculé, trébuchant sur un pot de fleurs renversé. Ce n'était pas un montage. C'était ma peau, mes yeux, ma façon de pencher la tête. Je suis remontée dans ma voiture et j'ai démarré en trombe, fuyant cette vision d'horreur. J'ai roulé sans but jusqu'à me retrouver devant mon propre immeuble, rue des Otages. J'ai grimpé les escaliers 4 à 4 et je me suis enfermée chez moi. Tout était là, comme je l'avais laissé. Mon petit appartement austère, mes livres de secourisme, mon silence habituel. J'ai couru vers la salle de bain et j'ai arraché mon pull. Dans le miroir, au-dessus de ma hanche gauche, la petite tache de naissance en forme de grain de riz me narguait. J'ai crié, mais aucun son n'est sorti. J'étais Vivienne, pompier à Amiens, célibataire et solitaire. Mais quelque part, dans une autre version de la réalité, ou dans un repli de mon cerveau que je ne contrôlais plus, j'étais aussi la femme d'Eva Masson. Et cette Vivienne-là semblait avoir laissé des traces partout, sauf dans ma propre tête. Le mystère n'était plus seulement dans les paroles d'une blessée. Il était gravé dans le bois des volets de Longo et dans le papier glacé des photographies. J'avais sauvé une femme qui prétendait être ma vie, et en faisant cela, j'avais ouvert une porte sur un abîme où mon identité même était en train de se dissoudre. Je suis restée assise sur le carrelage froid de ma salle de bain pendant ce qui m'a semblé être des heures. Mes doigts effleuraient cette marque sur ma hanche, ce petit grain de riz de chair que je n'avais jamais montré à personne. Comment? La question tournait en boucle, un disque rayé dans un crâne trop étroit. Si cette vie à Longo existait, où étaient passés mes souvenirs? Et si elle n'existait pas, comment Eva pouvait-elle habiter une réalité si physiquement palpable que j'avais pu en toucher les volets et en voir les chats à travers une vitre? Le téléphone a vibré dans la poche de mon jean, me faisant sursauter violemment. C'était la caserne.
Mon chef de garde, l'adjudant Morel. J'ai décroché, essayant de stabiliser ma respiration pour ne pas paraître aussi dévastée que je l'étais. « Vivienne, tu es où ?» m'a-t-il demandé, sa voix bourrue mais teintée d'une inquiétude paternelle. « Tu as quitté l'hôpital comme si tu avais le feu aux trousses. Les médecins ont appelé. Ils disent que la victime de l'accident, la petite Masson, fait une crise de nerfs parce que tu n'es plus là. Elle prétend que tu es sa famille. Je ne sais pas quoi vous dire, chef, ai-je balbutié, les yeux fixés sur le vide. Je ne la connais pas. Elle doit faire une confusion, un transfert. Je ne sais pas comment on appelle ça. » Morel a marqué un silence. « Écoute, Vivienne, on sait tous que tu es une bosseuse, une dure, mais l'accident d'hier soir était violent. Parfois, le cerveau nous joue des tours. Prends ta journée, va te reposer, et évite de retourner à l'hôpital pour l'instant. Laisse les psychiatres gérer ça. C'est un ordre. » J'ai raccroché. Un ordre. C'était facile à dire. Mais comment se reposer quand on a l'impression que sa propre existence est une fraude? Je me suis levée, j'ai enfilé un sweat à capuche pour masquer mon visage, et je suis sortie. Je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Chaque objet, chaque livre sur mes étagères me paraissait désormais suspect, comme s'il s'agissait d'accessoires de théâtre disposés là pour me convaincre d'une identité qui n'était peut-être qu'une façade. Je me suis retrouvée à marcher dans les rues d'Amiens, le long des ortillonnages. Le ciel était d'un gris de plomb, reflété par l'eau immobile des canaux. Les quelques touristes qui s'aventuraient là malgré le froid ne me voyaient pas. J'étais une ombre parmi les ombres. J'ai fini par m'arrêter devant une petite boutique de développement photo qui faisait aussi office de papeterie, une enseigne que je connaissais depuis des années. Le vieux monsieur derrière le comptoir, monsieur Girard, m'a souri en me voyant entrer. « Bonjour Vivienne. Alors, ce mariage, c'était réussi? Vous aviez l'air si radieuse quand vous êtes venue chercher les agrandissements le mois dernier. Le sol a semblé tanguer sous mes pieds. Quel mariage, monsieur Girard ?» Il a froncé les sourcils, ajustant ses lunettes sur son nez busqué. « Eh bien, le vôtre, pardi, avec cette charmante demoiselle, Eva. Vous m'avez même dit que vous partiez en voyage de noces en Bretagne juste après. Vous m'avez apporté une clé USB avec au moins 500 photos. Je me suis accrochée au comptoir de bois sombre, sentant mes ongles s'enfoncer dans la surface vernie. Est-ce que vous avez encore ces photos? Sur votre ordinateur? Mais non, ma petite. Je ne garde rien une fois que le client a récupéré sa commande. Confidentialité oblige. Mais enfin, vous allez bien? Vous êtes pâle comme une morte. Vous voulez un verre d'eau? Je suis sortie de la boutique sans répondre, fuyant la gentillesse de ce vieil homme qui venait de briser le dernier rempart de ma certitude. Si monsieur Girard m'avait vue, si les photos existaient, alors ce n'était pas Eva qui était folle. C'était moi, ou pire. J'avais vécu une vie entière dont j'avais été amputée en une seule nuit. Mais comment peut-on oublier un voyage de noces? Comment peut-on oublier l'odeur de la peau de la femme que l'on a épousée? Je suis retournée à ma voiture, mais cette fois, je n'ai pas pris la direction de mon appartement. Je suis retournée à Longo. Je devais entrer dans cette maison. J'avais besoin de preuves matérielles que je pouvais tenir dans mes mains, des preuves que mon cerveau ne pourrait pas rejeter comme une hallucination visuelle à travers une vitre. La petite maison aux volets bleus semblait m'attendre. La rue était déserte. J'ai cherché sous les pots de fleurs près de la porte. Un geste instinctif, comme si je savais déjà où chercher. Sous un pot de bégonia fané, j'ai trouvé une clé. Une clé attachée à un porte-clés en cuir, avec une initiale gravée, V. Ma main tremblait tellement que j'ai mis plusieurs secondes à insérer la clé dans la serrure. Elle a tourné avec un déclic fluide, sans résistance. La porte s'est ouverte sur une entrée étroite qui sentait la cire d'abeille et le thé à la menthe. Marius, le chat noir, est apparu immédiatement, se frottant contre mes jambes en ronronnant. Il me connaissait. Il ne m'accueillait pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui rentrait à la maison après une longue absence. J'ai senti une larme rouler sur ma joue, une larme de terreur pure. Je suis entrée dans le salon. Tout était propre, ordonné, avec ce désordre chaleureux propre aux maisons habitées. Sur la table basse, il y avait un livre de poésie ouvert, marqué par une paire de lunettes de lecture. Je me suis approchée du buffet et j'ai pris le cadre photo que j'avais vu de l'extérieur. De près, c'était encore plus troublant. Le bonheur sur mon visage était si authentique qu'il m'a fait mal. J'ai retourné le cadre. Au dos, une écriture fine et élégante avait tracé quelques mots. « Pour l'éternité, ta Vivienne ». C'était mon écriture. Chaque délié, chaque barre sur les T, chaque inclinaison des lettres était la mienne. J'ai commencé à fouiller la maison comme une cambrioleuse. Dans la chambre, l'armoire était divisée en deux. À gauche, les vêtements d'Eva. À droite, les miens. Mes pulls en laine, mes t-shirts en coton, et même un uniforme de pompier de rechange, propre et plié avec soin. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Il y avait une boîte en velours bleu. À l'intérieur, 2 alliances identiques à celles que je portais hier. Non, à celle qu'Eva portait à l'hôpital.
J'ai regardé ma propre main gauche. Ma peau était nue. Aucune trace de bague, aucune marque de bronzage indiquant que j'en aurais porté une récemment. C'est alors que j'ai vu l'ordinateur portable posé sur le bureau dans le coin de la pièce. Je l'ai allumé. Il n'y avait pas de mot de passe. Ou plutôt, mon doigt a tapé instinctivement une combinaison de chiffres qui s'est avérée être la bonne. Ma date de naissance. L'écran d'accueil est apparu. C'était une photo de nous deux, Eva et moi, devant la cathédrale d'Amiens sous la neige. J'ai ouvert le dossier intitulé Photos. Il y en avait des milliers. Des voyages, des dîners entre amis, des moments de complicité quotidienne. Dans chaque dossier, la date remontait plus loin. 3 ans de vie commune documentés minute par minute. Et pourtant, dans ma tête, ces 3 années étaient un trou noir, remplacé par une solitude monochrome, que je croyais être ma seule vérité. J'ai cliqué sur un fichier vidéo. On nous voyait dans une cuisine, celle-là même où je me trouvais. Eva tenait la caméra. « Regarde par ici, Vivienne », disait-elle en riant. La Vivienne de la vidéo s'était retournée, un torchon sur l'épaule, et elle avait souri à l'objectif avec un amour si radieux que j'en ai eu le vertige. « Arrête de filmer, Eva, on va être en retard pour le dîner chez tes parents. » Le son de ma propre voix, avec ses intonations de tendresse que je ne me connaissais pas, a été le coup de grâce. Je me suis effondrée sur la chaise du bureau, la tête entre les mains. Si j'avais vécu tout cela, comment avais-je pu tout oublier? Et surtout, qui m'avait fait croire que je vivais seule dans cet appartement de la rue des Otages? Car je m'en souvenais, de cet appartement. Je me souvenais d'y avoir dormi hier, avant-hier, et tous les jours d'avant. J'avais 2 vies. Une vie dont je me souvenais mais qui semblait n'avoir laissé aucune trace matérielle, et une vie dont je n'avais aucun souvenir, mais qui m'entourait de toutes parts. J'ai entendu un bruit de voiture dans l'allée. Paniquée, j'ai éteint l'ordinateur et je me suis cachée derrière les rideaux du salon. Une voiture s'est garée. Un homme en est descendu, un homme d'une 50aine d'années, l'air grave. Il portait une mallette en cuir. Il a sorti une clé de sa poche, sa propre clé, et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Je n'avais nulle part où fuir. La porte s'est ouverte, et l'homme s'est figé en me voyant au milieu du salon. Son visage est passé par une succession d'émotions, la surprise, la confusion, puis une lueur de soulagement mêlée de méfiance. « Vivienne ?» a-t-il dit d'une voix douce. « Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a dit que tu avais disparu après l'accident. On te cherchait partout. Je ne vous connais pas. » ai-je murmuré, reculant jusqu'à heurter le buffet. L'homme a soupiré, posant sa mallette sur la table. « Vivienne, c'est moi, le docteur Arnaud, ton thérapeute. Ne me dis pas que nous en sommes encore là. Ne me dis pas que tu as encore tout effacé. » Le nom du docteur Arnaud a résonné dans le silence de la pièce, comme un glas. Thérapeute. Le mot lui-même semblait vouloir m'enfermer dans une catégorie, celle des esprits brisés, des consciences que l'on doit soigner parce qu'elles ne savent plus distinguer le vrai du faux. Je le fixais, le souffle court, cherchant dans les traits de son visage un repère, une étincelle de mémoire qui confirmerait ses dires. Mais rien. Pour moi, cet homme n'était qu'un étranger de plus dans cette mise en scène macabre qu'était devenue ma vie. « Vivienne, s'il te plaît, assieds-toi » a-t-il dit en avançant d'un pas, les mains levées dans un geste apaisant. « Tu es en état de choc. L'accident d'Eva a déclenché une rechute. C'est compréhensible. C'est le mécanisme de défense que nous essayons de déconstruire depuis des mois. »« De quoi parlez-vous » ai-je crié, ma voix déraillant sous le coup de l'angoisse. « Je n'ai jamais eu besoin de thérapeute. Je suis pompier. Je sauve des gens. Je ne passe pas mon temps sur un divan à raconter mes problèmes. J'habite rue des Otages. J'ai une vie simple. Je suis seule. » Le docteur Arnaud a fermé les yeux un court instant, une expression de tristesse infinie creusant les rides au coin de ses paupières. « L'appartement de la rue des Otages appartient à ta famille, Vivienne. Il est vide depuis le décès de ta grand-mère. Tu y vas parfois quand le poids de la réalité devient trop lourd pour toi. C'est ton refuge, ton sanctuaire de déni. Mais ta place est ici, avec Eva. Tu l'as épousée il y a 2 ans à la mairie d'Amiens. J'y étais. J'ai secoué la tête frénétiquement. C'est impossible. Les photos, les vêtements, les chats, tout cela ne peut pas être une invention. Mais si c'est ma vie, pourquoi mon cerveau l'a-t-il remplacé par ce vide? Pourquoi je me souviens de chaque détail de mes gardes à la caserne, mais d'aucune seconde passée dans cette maison? Parce que ton esprit a associé ton bonheur avec Eva à une vulnérabilité que tu ne peux pas supporter, a-t-il expliqué en s'asseyant sur le bord du canapé. Chaque fois qu'une émotion trop forte survient, tu coupes les ponts. Tu te réfugies dans cette version de toi-même que tu as créée, la Vivienne solitaire, forte, qui n'a besoin de personne. L'accident d'hier soir était le pire scénario possible. Voir la femme que tu aimes mourir sous tes yeux, devoir l'extraire toi-même de la carcasse de cette voiture, ton cerveau a simplement débranché la prise. Tu as sauvé Eva,
Mais pour te protéger de la douleur de la perdre, tu as décidé que tu ne la connaissais pas. Je me suis laissé glisser contre le mur jusqu'à ce que mes fesses touchent le parquet. Les ronronnements de Marius, qui s'était de nouveau approché, semblaient me narguer. Tout ce qu'il disait était d'une logique implacable, le genre de logique médicale qui ne laisse aucune place au doute. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix hurlait que c'était faux. Non pas que les faits soient faux, mais que l'explication était trop simple, trop propre. « Si je suis votre patiente », ai-je demandé d'une voix sourde, « pourquoi n'ai-je aucun souvenir de nos séances ? Pourquoi je ne me souviens pas de votre cabinet, de votre voix, de vos conseils ? Nous nous voyons 2 fois par semaine depuis 8 mois, Vivienne, dans mon cabinet, rue de la République. Tu me parles de tes peurs, de ton enfance, de ton amour pour Eva qui te terrifie parfois tant il est immense. Regarde dans ta poche, dans la petite poche de ton jean, celle où tu mets toujours les choses que tu ne veux pas perdre. » J'ai plongé ma main dans la poche droite de mon jean. Mes doigts ont rencontré un petit morceau de papier cartonné. Je l'ai sorti. C'était une carte de visite. Docteur Marc Arnaud, psychiatre. Au dos, une date était inscrite. Mardi prochain, 14 heures. Mes forces m'ont abandonné. Le papier a glissé de mes doigts. Si je ne pouvais même plus faire confiance à mes propres souvenirs, à quoi pouvais-je me raccrocher ? J'avais l'impression d'être un fantôme habitant un corps qui menait une vie parallèle. Où est-elle ? Ai-je demandé, pensant à Eva. Elle est toujours à l'hôpital. Elle est stabilisée, mais elle est dévastée par ta réaction. Elle pense qu'elle t'a perdu, Vivienne, que l'accident a brisé quelque chose que nous ne pourrons pas réparer. Tu dois retourner la voir, pas comme le pompier qui l'a sauvée, mais comme la femme qui lui a promis fidélité. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Je ne peux pas la regarder dans les yeux et lui mentir. Je ne me souviens pas de l'avoir aimée. Je ne me souviens pas de notre premier baiser, de notre mariage, de nos disputes. Si j'y vais, je ne serai qu'une actrice jouant un rôle. Arnaud s'est levé et s'est approché de moi. Il a posé une main hésitante sur mon épaule. Le souvenir n'est pas seulement dans la tête, Vivienne. Il est dans le corps. Va la voir. Laisse tes sens parler à la place de ta mémoire. Laisse son odeur, le contact de sa peau, le son de son rire faire le travail. Ton cœur n'a pas oublié, même si ton cerveau fait semblant. Il m'a aidé à me relever. Je me sentais comme une enfant égarée dans une fête foraine après la fermeture. Il m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. Avant que je ne démarre, il s'est penché à la portière. « Vivienne, fais attention. Le déni est une prison très confortable, mais elle finit toujours par s'écrouler. Ne laisse pas les murs te tomber dessus. » J'ai roulé vers l'hôpital dans un brouillard mental complet. Les paroles du psychiatre tournaient en boucle dans ma tête. L'appartement de la rue des Otages n'était qu'un refuge. Une tombe pour mes souvenirs. J'ai repensé à ma solitude, à ces soirées passées à regarder le plafond, persuadée que c'était là ma seule réalité. C'était donc cela, ma vie ? Un mensonge que je me racontais pour ne pas souffrir ? En arrivant à l'hôpital, je n'ai pas hésité. Je suis montée directement au 2e étage. Cette fois, je ne me suis pas arrêtée à l'accueil. Je savais où elle était. Chambre 212. Quand j'ai poussé la porte, la pièce était plongée dans la pénombre. Seule la lueur bleutée d'un moniteur éclairait le visage d'Eva. Elle dormait, ou du moins, elle avait les yeux fermés. Je me suis approchée du lit avec la lenteur d'un prédateur ou d'une proie. Je ne savais plus très bien. J'ai observé ses mains posées sur les draps blancs. Son alliance brillait toujours. Je me suis assise sur la chaise en plastique à côté du lit. J'ai observé le mouvement régulier de sa poitrine. Elle était belle, d'une beauté qui me faisait mal sans que je puisse expliquer pourquoi. J'ai tendu la main, hésitante, et j'ai effleuré ses doigts. Sa peau était chaude. Un contact électrique a remonté mon bras, provoquant une cascade de sensations contradictoires. Une image a flashé dans mon esprit, brève comme un éclair. Une main semblable à la sienne serrant la mienne sous une table, le goût d'un vin blanc frais, le parfum du jasmin. C'était si fugace que j'ai cru l'avoir inventé. Eva a ouvert les yeux. Elle ne semblait pas surprise de me voir. Elle a simplement soupiré mon nom, un souffle de soulagement qui a brisé mon dernier rempart. « Vivienne, tu es là. Je suis là », ai-je répondu. Et pour la première fois, ce n'était pas un mensonge professionnel. Elle a serré ma main, et je n'ai pas reculé. Je ne me souvenais toujours pas d'elle, mais mon corps, lui, semblait reconnaître la place de ses doigts entre les miens. Je me suis penchée vers elle, mon visage à quelques centimètres du sien. Son odeur m'est parvenue, un mélange de savon neutre de l'hôpital et d'un parfum plus subtil, quelque chose qui ressemblait à de la vanille et à de la pluie. « Dis-moi quelque chose que nous sommes les seuls à savoir », ai-je chuchoté. Quelque chose que même un psychiatre ne pourrait pas connaître. Eva a esquissé un sourire triste. Elle a fermé les yeux, comme pour puiser dans ses propres souvenirs. Le soir de notre premier anniversaire, il pleuvait comme hier. Nous étions à la citadelle. Tu m'as dit que si un jour tu oubliais qui tu étais, tu voulais que je te rappelle que ton âme a la forme d'une flamme bleue. Pas une flamme qui brûle,
mais une flamme qui éclaire le chemin pour ceux qui sont perdus dans le noir. Tu m'as fait promettre de ne jamais te laisser t'éteindre. J'ai senti les larmes monter. Ce n'était pas une preuve médicale. Ce n'était pas une photo ou une carte de visite. C'était une promesse, un secret partagé au cœur de la nuit. Et pourtant, alors que je m'apprêtais à lui dire que je commençais à la croire, mon regard est tombé sur la table de nuit. Il y avait là son sac à main, celui qu'on avait récupéré dans la voiture. Il était entrouvert. Et là, dépassant d'une pochette intérieure, j'ai vu un carnet de chèques. Le nom sur le carnet n'était pas Eva Masson, c'était Eva Arnaud. Le sang s'est glacé dans mes veines à une vitesse vertigineuse. Arnaud, le même nom que le docteur. Le nom de l'homme qui venait de me convaincre, avec une douceur si paternelle, que ma mémoire était une traîtresse et que ma place était ici, dans cette chambre, aux côtés de cette femme. J'ai retiré ma main de celle d'Eva comme si j'avais touché un fer chauffé à blanc. Elle a sursauté, ses yeux s'ouvrant tout grands, remplis d'une incompréhension qui me parut soudain jouer avec une perfection effrayante. « Vivienne, qu'est-ce qu'il y a ? Tu trembles. » Je n'ai pas répondu. Mon regard était cloué sur ce carnet de chèques, ce petit rectangle de papier qui venait de pulvériser la fragile passerelle de confiance que j'essayais de bâtir. Eva Arnaud. Si elle portait le nom du psychiatre, quelle était la nature de leur lien ? Était-elle sa fille, sa sœur, son épouse ? Et si c'était le cas, qui étais-je, moi, dans cette équation ? Une patiente que l'on manipulait pour combler un vide, un cobaye pour une expérience de reconstruction identitaire ? Je dois y aller, ai-je lâché, ma voix n'étant plus qu'un sifflement étranglé. Non, attends. Vivienne, j'ai ignoré ses appels. J'ai traversé le couloir de l'hôpital en courant, bousculant un chariot de médicaments dans ma hâte. Je ne me suis arrêtée qu'une fois dans ma voiture, les portières verrouillées, le souffle court. Mes mains frappèrent le volant avec rage. On m'avait menti. Tout ce décor, cette maison à Longo, ces photos, ce psychiatre providentiel. Tout cela ressemblait de plus en plus à une toile d'araignée tissée autour de moi. Mais dans quel but ? Pourquoi prendre une simple conductrice de ambulance, une femme pompier sans histoire, pour l'enfermer dans la vie d'une autre ? J'ai repensé à l'appartement de la rue des Otages. Arnaud avait dit qu'il appartenait à ma grand-mère, qu'il était vide. J'ai démarré en trombe, direction le centre-ville. Si cet appartement était le seul endroit où je me sentais moi-même, c'est là que je trouverais la faille. En arrivant, j'ai grimpé les marches sans attendre l'ascenseur. J'ai ouvert ma porte. Le silence habituel m'a accueilli, mais ce n'était plus le silence apaisant de la solitude. C'était le silence lourd d'un mausolée. J'ai commencé à tout retourner. J'ai vidé les placards, jeté les livres par terre, arraché les draps du lit. Si cet appartement n'était qu'un refuge temporaire, il devait y avoir des traces de ma vraie vie. Je suis tombée sur une boîte en métal dissimulée au fond d'un placard de la cuisine, derrière des boîtes de conserve périmées. Je l'ai forcée avec un couteau. À l'intérieur, il n'y avait pas de photos de mariage. Il y avait des coupures de presse, soigneusement découpées dans le journal local, datant d'il y a 3 ans. Accident tragique sur l'A16. Un pompier gravement blessé lors d'une intervention. Héroïsme et drame. La lieutenante Vivienne D. Entre la vie et la mort. J'ai parcouru les articles avec avidité. On y parlait d'une intervention sur un incendie de véhicule, où j'avais sauvé une jeune femme, mais où j'avais reçu un débris métallique sur le crâne. On y mentionnait des séquelles neurologiques possibles, une amnésie rétrograde partielle. Mais nulle part il n'était mentionné que j'étais mariée. Au contraire, on parlait de ma famille résidant dans le sud de la France, de mon isolement volontaire depuis le drame. Et puis, je l'ai vu, un petit encart dans la rubrique nécrologique, agrafé à la fin du dossier. Marc Arnaud a la douleur de faire part du décès de son épouse, Claire Arnaud, survenue lors d'un accident de la route. La date du décès de Claire Arnaud correspondait exactement au jour de mon accident. J'ai senti un vertige m'envahir. Si la femme du docteur Arnaud était morte le jour où j'avais perdu une partie de ma mémoire, et si aujourd'hui il me présentait une femme nommée Eva Arnaud comme étant la mienne. Le puzzle commençait à prendre une forme monstrueuse. Eva n'était pas mon épouse. Elle était peut-être celle qui avait remplacé la défunte dans l'esprit du docteur, et il m'utilisait, moi, la blessée à la mémoire trouée, pour valider ce nouveau délire. Mais alors, pourquoi Eva me regardait-elle avec cet amour si pur ? Pourquoi connaissait-elle la tache de naissance sur ma hanche ? Un bruit de pas dans le couloir m'a fait sursauter. On frappait à la porte. Une frappe lente, mesurée, presque polie. « Vivienne, c'est le docteur Arnaud. Je sais que tu es là. Nous devons parler pour de bon cette fois. Ouvre la porte, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. » Je suis restée immobile, les coupures de presse serrées contre mon cœur. L'homme derrière cette porte n'était pas un soignant. C'était l'architecte de mon enfer, et il venait de se rendre compte que j'avais trouvé les plans de la prison. Je n'ai pas bougé d'1 millimètre. Mon dos était plaqué contre la porte froide du placard, les coupures de presse froissées sous mes doigts tremblants. L'appartement, que je pensais être mon seul sanctuaire de vérité,
se refermait sur moi. Dehors, dans le couloir, le silence qui suivit l'appel d'Arnaud était plus terrifiant que n'importe quel cri. C'était le silence d'un chasseur qui sait que sa proie n'a plus d'issue. « Vivienne », a-t-il repris, sa voix traversant le bois de la porte avec une clarté insupportable. « Je sais que tu as trouvé le carnet de chèques. Je sais que ton esprit cartésien est en train de construire des théories compliquées. Mais la réalité est bien plus simple, même si elle est douloureuse à accepter. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Tu es en train de te perdre dans un labyrinthe que tu as toi-même construit il y a 3 ans. » J'ai fini par me lever. Une colère sourde, glaciale, remplaçait peu à peu la terreur. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Le docteur Arnaud se tenait là, seul. Il n'avait pas l'air d'un monstre. Il avait l'air d'un homme fatigué, ses épaules s'affaissant sous un manteau de laine grise. Il a jeté un coup d'œil au papier que je tenais encore. « Claire était ma femme », a-t-il dit doucement, en entrant dans la pièce sans attendre mon invitation. « Elle est morte dans cet accident. Et Eva est sa sœur, ma belle-sœur. Je l'ai regardée, incrédule. Et pourquoi porte-t-elle votre nom sur son carnet de chèques? Et pourquoi me dit-elle que nous sommes mariés? Pourquoi tout ce cirque à Longo ?» Arnaud s'est assis sur la seule chaise encore debout au milieu du désordre que j'avais causé. Il a joint ses mains, fixant ses ongles. « Après l'accident d'il y a 3 ans, tu as fait une décompensation psychotique majeure. Tu as sauvé Eva ce jour-là, Vivienne. Elle n'était pas dans ta voiture, elle était dans la voiture d'en face, celle que Claire conduisait. Claire est morte sur le coup. Eva a survécu grâce à toi. Mais le choc, le traumatisme crânien et la culpabilité de n'avoir pu sauver qu'une seule des 2 sœurs ont brisé quelque chose en toi. » Il a levé les yeux vers moi, et j'y ai lu une tristesse qui semblait trop réelle pour être feinte. Tu as commencé à transférer ton identité. Tu as refusé d'être la Vivienne solitaire et blessée. Tu as commencé à croire que tu faisais partie de leur famille. Et Eva t'aimait déjà, Vivienne. Avant l'accident, vous vous voyiez en secret. Claire le savait, elle vous soutenait. Le nom sur le carnet de chèques, c'est un compte joint familial que j'ai ouvert pour elle après le drame, pour l'aider à se reconstruire. Elle a gardé mon nom pour des raisons administratives, par confort, par flemme. Peu importe. Ce qui importe, c'est que vous vous êtes mariés civilement il y a 2 ans, une fois que tu as semblé aller mieux. Alors pourquoi je ne m'en souviens pas, ai-je hurlé. Pourquoi je me souviens d'habiter ici, seule? Parce que ton cerveau a créé une boucle, a-t-il répondu d'un ton monocorde. Chaque fois que la pression émotionnelle devient trop forte, chaque fois que tu réalises l'ampleur de ce que tu as perdu, Claire, ta santé mentale, ta vie d'avant, tu te déconnectes. Tu reviens ici, dans cet appartement qui n'a pas bougé depuis la mort de ta grand-mère. Tu effaces Eva, tu effaces les 3 dernières années. Tu redeviens la Vivienne de la seconde, juste avant l'impact. Et nous, on doit tout recommencer. On doit te reconquérir, te prouver qui tu es. C'est un mensonge, ai-je murmuré, mais ma voix manquait de conviction. C'est trop pratique. Vous êtes psychiatre. Vous pourriez me faire croire n'importe quoi. Vous pourriez avoir fabriqué ces photos, avoir manipulé ce vieux photographe. Pour quel profit, Vivienne? Quel intérêt aurais-je à t'offrir une vie de famille, une maison, de l'amour, si ce n'était pas la vérité? Je t'ai vu dépérir dans les hôpitaux psychiatriques. Eva a passé des nuits entières à ton chevet, quand tu ne savais même plus ton nom. Elle a tout sacrifié pour toi, sa carrière, sa santé. Et aujourd'hui, elle est dans un lit d'hôpital, brisée physiquement, et elle doit faire face au fait que sa femme la regarde comme une étrangère pour la 4e fois en 2 ans. J'ai senti une nausée violente me submerger. Si ce qu'il disait était vrai, j'étais un monstre. Un monstre qui torturait la femme qu'il aimait par simple incapacité de se souvenir. J'ai repensé à la tendresse dans les yeux d'Eva, à la façon dont elle connaissait ma peau. Je veux voir les preuves, ai-je exigé. Pas des photos, des documents officiels, le livret de famille, l'acte de mariage. Arnaud s'est levé. C'est à Longo, dans le coffre du bureau. Viens avec moi. On va clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Mais je t'avertis, Vivienne, la vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle ne fait que rendre les murs de la prison plus visibles. Nous sommes redescendus. Le trajet vers Longo s'est fait dans un silence de plomb. Arnaud conduisait sa berline sombre avec une prudence excessive. Je regardais défiler les rues d'Amiens, me demandant laquelle de mes 2 vies était la plus réelle. Celle des sirènes et de la solitude, ou celle des chats et des promesses. Arrivé à la maison au volet bleu, il m'a mené jusqu'au petit bureau que j'avais fouillé plus tôt. Il a sorti une clé de sa propre poche, la clé du coffre, et l'a ouverte. Il en a extrait un dossier bleu. « Regarde par toi-même », a-t-il dit en me le tendant. J'ai ouvert le dossier. Il y avait tout. L'acte de mariage à la mairie d'Amiens, daté du 14 juin. Ma signature était là, au bas de la page. C'était mon écriture, sans l'ombre d'un doute. Il y avait aussi mon dossier médical complet, avec les rapports de mes séjours en clinique. Diagnostic,
Trouble dissociatif de l'identité post-traumatique. Je suis tombée sur une lettre, glissée entre 2 pages. C'était une lettre que j'avais écrite à Eva, datée de l'année dernière. Ma chère Eva, si tu lis ceci, c'est que je suis repartie là-bas, dans le noir, dans l'appartement vide. Pardonne-moi de t'oublier encore. Sache que même quand mon esprit s'efface, mon cœur reste accroché au tien. Ne m'abandonne pas. Les larmes ont commencé à couler, inarrêtables. J'avais écrit cela. J'avais prévu ma propre trahison. C'est alors que j'ai remarqué un détail sur l'acte de mariage que je n'avais pas vu au premier abord. Un détail minuscule, une erreur de date dans l'un des tampons administratifs. L'acte disait que nous nous étions mariés le 14 juin. Mais sur la photo de la plage que j'avais vue plus tôt, celle où nous étions si heureuses, la date imprimée numériquement au dos par l'appareil photo était le 20 août de l'année précédente. Et sur cette photo, nous portions déjà nos alliances. Comment pouvions-nous porter nos alliances 2 mois avant le mariage si, selon Arnaud, nous nous étions rencontrés après l'accident? J'ai levé les yeux vers le docteur. Il m'observait avec une intensité insoutenable. Il n'attendait pas que je comprenne. Il attendait de voir si j'allais poser la question. Je n'ai pas relevé la tête immédiatement. J'ai gardé les yeux fixés sur le papier, sentant le poids du regard d'Arnaud peser sur mes épaules comme une chape de plomb. Mon doigt effleurait le tampon de la mairie, tandis que dans mon autre main, je serrais la photo de la plage. Le décalage était là, irréfutable. 1 an de différence. Des alliances portées avant même que l'acte officiel ne soit signé, alors que, selon son récit, nous ne nous connaissions même pas encore à cette date. Si ce qu'il disait était vrai, si j'étais cette patiente brisée qu'il soignait par pur altruisme, pourquoi fabriquer des preuves si mal ajustées? Pourquoi ce besoin de recréer une chronologie parfaite? Docteur, ai-je commencé, ma voix étant redevenue étrangement calme, presque monocorde. Cette photo sur la plage. Vous avez dit que nous nous étions rencontrés après l'accident de Claire, n'est-ce pas? Que c'est le traumatisme qui nous a rapprochés? Arnaud a incliné la tête, un mouvement imperceptible. C'est exact. L'accident a été le catalyseur. Eva a trouvé en toi la force qu'elle avait perdue. Et toi, tu as trouvé en elle une raison de ne pas sombrer totalement. J'ai tendu la photo vers lui, le doigt pointé sur la date minuscule en bas à droite. Alors expliquez-moi pourquoi, sur cette photo prise 1 an avant le décès de votre femme, Eva et moi portons déjà nos alliances. Et pourquoi nous avons l'air de nous connaître depuis toujours? Le silence qui a suivi n'était pas celui de la réflexion. C'était le silence d'une machine qui recalcule sa trajectoire après avoir rencontré un obstacle. Les yeux du docteur Arnaud ont perdu leur lueur de compassion. Pendant 1 seconde, une seule, j'ai vu passer derrière ses pupilles quelque chose de froid, de clinique, d'une intelligence pure et dénuée d'empathie. « Vivienne », a-t-il soupiré, comme si je venais de commettre une erreur de débutante. La mémoire traumatique déforme aussi les objets. Tu vois ce que tu veux voir pour valider ta méfiance. Ce ne sont pas des alliances, ce sont des bagues de fantaisie. Vous aimiez porter des bijoux similaires. Je me suis levée brusquement, renversant la chaise. Arrêtez. Arrêtez de me traiter comme une folle. Ces bagues sont identiques à celles qui sont dans le coffre. Et ce tampon sur l'acte de mariage. L'encre est trop fraîche. Elle n'a pas 2 ans. Elle n'a même pas 2 mois. Arnaud s'est levé à son tour. Il ne reculait pas. Il semblait au contraire prendre de l'ampleur dans la petite pièce, sa silhouette occultant la lumière qui filtrait par les volets bleus. Son visage était redevenu un masque de marbre. « Tu es fatiguée, Vivienne. Ton esprit cherche des sorties de secours, parce que la réalité de ton amour pour Eva est trop exigeante. Tu préfères croire à un complot, plutôt qu'à ta propre fragilité. C'est un mécanisme classique de paranoïa dissociative. Ce n'est pas de la paranoïa quand les preuves sont sous mes yeux, ai-je crié. Qui est Eva? Pourquoi porte-t-elle votre nom? Et pourquoi avez-vous besoin que je croie que je suis sa femme? » Le docteur a fait un pas vers moi. Sa main s'est posée sur le dossier bleu, le refermant avec une lenteur calculée. Sa voix était descendue d'une octave, devenant presque un murmure hypnotique. Parce que c'est ce que tu voulais, Vivienne. C'est ce que tu nous as supplié de faire. Tu ne pouvais pas vivre avec ce que tu avais fait. Tu voulais une nouvelle vie, une nouvelle identité, un nouvel amour. Nous n'avons fait que t'offrir ce que ton inconscient réclamait. Ce que j'avais fait, ai-je répété, le cœur battant à tout rompre. De quoi parlez-vous? J'ai sauvé Eva. Les articles de presse le disent. Les articles de presse disent ce que la préfecture a bien voulu qu'ils disent pour ne pas entacher l'image des pompiers, a-t-il lâché, et pour la première fois, une pointe d'amertume a percé son calme. Tu n'as pas sauvé Eva d'un accident, Vivienne. Tu as provoqué cet accident. Tu conduisais l'ambulance ce soir-là. Tu étais fatiguée. Tu avais bu. Tu as percuté la voiture de ma femme de plein fouet. Le monde a basculé. Les murs de la petite maison aux volets bleus ont semblé s'incliner vers moi. L'image de la carcasse de voiture sur l'autoroute est revenue. Mais cette fois,
Ce n'était pas moi qui forçais la portière, c'était moi, derrière le volant. Les lumières de la ville tournoyant dans un kaléidoscope de terreur, le choc brutal, le silence de mort qui suit l'impact. « Claire est morte sur le coup », a continué Arnaud, s'approchant encore. Eva était sur le siège passager. Elle a tout vu. Elle a vu ton visage quand tu es sorti de l'ambulance, hébété, réalisant ce que tu venais de détruire. Et tu sais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'elle t'a pardonné. Elle a vu ta détresse, ton effondrement total. Elle a vu que tu préférais mourir plutôt que de te souvenir de ce moment. Alors nous avons conclu un pacte. Pour elle, pour moi, pour toi. Un pacte, ai-je articulé, mes lèvres refusant presque de bouger. Nous avons utilisé tes lacunes, ton amnésie partielle causée par le choc, pour reconstruire une vérité supportable. Nous avons fait de toi l'héroïne au lieu du bourreau. Nous t'avons donné l'amour au lieu de la prison. Eva est devenue ta femme parce que c'était la seule façon pour elle de supporter ta présence, de transformer sa haine en quelque chose de constructif. Et pour moi, c'était une façon de garder un contrôle sur celle qui avait tué ma femme. Je me suis appuyée contre le bureau, les jambes en coton. Tout s'effondrait. Ma carrière, ma probité, mon image de moi-même. Si ce qu'il disait était vrai, toute ma vie de pompier solitaire rue des Otages n'était qu'une pénitence déguisée, une fiction entretenue par l'homme dont j'avais brisé la vie. Mais les photos, ai-je balbutié, cherchant désespérément une faille. La photo sur la plage. Arnaud a esquissé un sourire glacial. Le montage numérique fait des miracles, Vivienne. Et les souvenirs implantés sous hypnose ou par suggestion répétée finissent par devenir plus réels que la vérité. Tu voulais être sa femme. Tu avais besoin de l'être pour ne pas te suicider. Je l'ai regardé, et soudain, quelque chose n'a pas collé. S'il me détestait tant, s'il voulait me punir ou me contrôler, pourquoi m'avoir laissé autant de liberté? Pourquoi m'avoir laissé retourner dans cet appartement? Parce que vous ne vouliez pas me soigner, ai-je dit, la lucidité revenant par vagues froides. Vous vouliez me briser. Vous vouliez que je vive dans un mensonge permanent pour que, le jour où je découvrirai la vérité, je ne sois plus rien. Vous ne faites pas ça pour Eva. Vous faites ça pour vous. Arnaud n'a pas nié. Il a simplement ramassé le dossier bleu. Peut-être. Mais maintenant que tu sais, Vivienne, qu'est-ce qu'il te reste? Si tu pars, tu es une meurtrière en cavale. Si tu restes, tu es la femme aimante d'une victime qui t'a pardonné. Le choix me semble simple. Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. Je retourne à l'hôpital. Eva t'attend. Elle a besoin de savoir que tu as accepté ta vérité. Réfléchis bien. L'appartement de la rue des Otages ne t'appartient plus. Rien ne t'appartient, à part ce que nous te donnons. Il est sorti, fermant la porte derrière lui. Je suis restée seule dans le bureau. Marius, le chat noir, a sauté sur la table et a commencé à lécher sa patte avec une indifférence royale. J'ai repris la photo de la plage. J'ai passé mon doigt sur les visages. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose que le docteur Arnaud, dans son arrogance de manipulateur, n'avait pas jugé utile de cacher. Sur le reflet d'une paire de lunettes de soleil posées sur le sable, entre Eva et moi, on voyait la silhouette de la personne qui prenait la photo. C'était une femme qui nous ressemblait, une femme dont le sourire, même flou dans le reflet, respirait une joie pure. Claire, la photo n'était pas un montage. Claire était là. Et si Claire était là, si nous étions toutes les trois sur cette plage 1 an avant l'accident, alors le récit d'Arnaud, sur la rencontre fortuite après le drame, était un mensonge total. Il y avait une relation entre nous avant, une relation qu'il cherchait désespérément à réécrire ou à effacer. Je ne suis pas son bourreau, ai-je murmuré à la pièce vide. Je suis sa menace. Le reflet dans les lunettes de soleil était la fissure irréparable dans le récit du docteur Arnaud. Si Claire était là, si elle nous photographiait avec ce regard complice, alors que nous portions déjà ses bagues, alors l'accident n'était pas le commencement, c'était une interruption. Arnaud ne m'avait pas offert une vie par pitié. Il m'avait volé ma propre histoire pour la reconstruire à sa guise, me transformant de partenaire légitime en coupable redevable. Je suis restée un long moment immobile, fixant ce minuscule point de lumière sur le papier glacé. La sensation de vertige n'était plus une chute, c'était une envolée. Pour la première fois depuis que j'avais extrait Eva de la voiture, je ne me sentais plus comme une malade mentale. Je me sentais comme une femme à qui on avait bandé les yeux pour l'empêcher de voir le crime qu'on commettait contre elle. Si nous nous connaissions avant, si Claire était notre amie ou notre alliée, alors pourquoi Arnaud voulait-il que je croie au contraire? La réponse m'a frappée avec la force d'un incendie de forêt. Parce que dans la version de la réalité où je suis une meurtrière amnésique, il est le maître du jeu. Dans la version où Eva et moi nous aimions déjà avant le drame, il n'est que le mari trompé, ou le tiers exclu, l'homme qui a tout perdu et qui cherche à se venger en s'appropriant la seule chose qui reste de Claire, sa sœur, et la femme que sa sœur aimait protéger. Je devais agir vite. Arnaud était à l'hôpital.
persuadée de m'avoir brisée. J'ai fouillé à nouveau le bureau, mais cette fois avec la précision d'une enquêtrice. Je ne cherchais plus des preuves de mon mariage, je cherchais des preuves de son mensonge. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui qui semblait coincé. En forçant un peu, j'ai découvert un double fond. À l'intérieur, il n'y avait pas de documents médicaux, mais un petit dictaphone numérique et une série de carnets de notes écrits de la main d'Arnaud. J'ai allumé le dictaphone. La voix du docteur a rempli la pièce, froide et analytique. Séance 42. Le sujet. Vivienne montre des signes de résistance. Elle revient sans cesse sur des images de bord de mer que je n'arrive pas à effacer totalement. J'ai dû augmenter les doses de suggestions lors des phases de sommeil induit. Il est impératif qu'elle continue de croire en sa culpabilité. C'est le seul levier qui la maintienne auprès d'Eva sans poser de questions sur le passé. Eva, de son côté, commence à craquer. Elle a du mal à jouer le rôle de la victime reconnaissante. Je dois lui rappeler que si Vivienne retrouve la mémoire, elle comprendra que c'est Eva qui a détourné le volant ce soir-là. Le dictaphone m'est tombé des mains. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi qui conduisais l'ambulance. Ce n'était pas moi qui avais bu. J'étais en intervention, oui, mais c'était la voiture de Claire qui avait dévié. Et selon Arnaud, c'était Eva qui avait causé l'impact. Le puzzle se retournait une nouvelle fois, plus monstrueux encore. Arnaud tenait Eva par la culpabilité d'avoir tué sa propre sœur. Et il me tenait, moi, par un mensonge médicalisé, nous forçant toutes les deux à vivre dans une parodie de mariage où chaque baiser était une cellule de prison. Il nous gardait ensemble pour mieux nous surveiller, pour s'assurer que le secret de la mort de Claire ne sorte jamais de cette maison aux volets bleus. J'ai senti une vague de chaleur envahir ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était de la rage protectrice. Eva vivait dans cet enfer depuis 3 ans, portant le poids d'un meurtre qu'elle n'avait peut-être même pas commis, ou du moins qu'on lui reprochait chaque jour. Elle prétendait être ma femme, non pas pour me sauver, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix pour nous protéger toutes les deux de la vengeance d'Arnaud. Je suis sortie de la maison sans même fermer la porte. Je devais retourner à l'hôpital, mais pas pour me soumettre. Je devais sortir Eva de là avant qu'Arnaud ne se rende compte que le voile s'était déchiré. En arrivant à l'hôpital, j'ai évité l'entrée principale. Je connaissais les issues de secours, les accès réservés au personnel de santé et aux pompiers. Je me suis glissée par le quai de déchargement des ambulances. Mon uniforme de pompier était resté dans ma voiture. Je l'ai enfilé par-dessus mes vêtements civils. Dans cet hôpital où tout le monde courait, une silhouette en veste de protection passait inaperçue. Je suis arrivée devant la chambre 212. Arnaud était là, sa silhouette se découpant contre la vitre du couloir. Il parlait à un médecin, son visage affichant cette mine de mari inquiet qu'il maîtrisait si bien. Je me suis cachée derrière un pilier, attendant qu'il s'éloigne. Dès qu'il a pris la direction de la cafétéria, j'ai bondi dans la chambre. Eva était réveillée. Ses yeux se sont agrandis quand elle m'a vue entrer en uniforme, le regard brillant d'une détermination nouvelle. « Vivienne, qu'est-ce que tu fais ? Le docteur a dit que tu devais te reposer. Eva, écoute-moi très attentivement. » ai-je chuchoté en m'approchant de son lit. « Je sais pour la photo sur la plage. Je sais pour le dictaphone. Je sais qu'il nous ment à toutes les deux. » Elle s'est figée, son visage devenant d'une pâleur spectrale. « Tu ne devais pas trouver ça. Vivienne, pars d'ici. S'il sait que tu sais, il va te détruire. Il a des dossiers sur toi. Il peut te faire interner pour de bon. » « Il n'a plus rien du tout, » ai-je répondu en sortant le dictaphone de ma poche. « J'ai les preuves de ses manipulations. On s'en va, Eva. Maintenant. Je ne peux pas marcher, Vivienne, » a-t-elle murmuré en désignant ses jambes plâtrées. « L'accident. » J'ai regardé le fauteuil roulant garé dans le coin de la pièce. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. J'ai débranché les moniteurs, ignorant les alarmes qui commençaient à biper faiblement. Je l'ai soulevée avec la force que seule l'urgence procure. Elle était légère, si légère. Je l'ai installée dans le fauteuil, jetant une couverture sur ses jambes. « On sort par le service des urgences, » ai-je dit. « Garde la tête basse. » Nous étions dans le couloir quand j'ai entendu la voix d'Arnaud derrière nous. « Vivienne, arrêtez-vous immédiatement !» Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé le fauteuil de toutes mes forces, slalomant entre les brancards. Nous avons atteint l'ascenseur de service. Les portes se sont refermées juste au moment où il atteignait le bout du couloir. Son visage, déformé par une fureur inhumaine, a été la dernière chose que j'ai vue avant que les portes ne se rejoignent. Au rez-de-chaussée, l'agitation des urgences nous a protégés. Personne ne fait attention à un pompier qui déplace un patient. Nous avons atteint le parking en quelques secondes. J'ai installé Eva sur le siège passager de ma voiture, rangeant le fauteuil dans le coffre avec une rapidité de robot. « Où allons-nous » a demandé Eva, sa voix tremblant de terreur et d'espoir mêlés. « Au seul endroit où il ne pensera pas à nous chercher tout de suite » ai-je répondu en démarrant en trombe. « Rue des Otages. Mais pas pour nous cacher, pour récupérer ce qu'il me faut pour le faire tomber. » Pendant que je roulais, Eva a posé sa main sur mon bras.
Ses doigts cherchaient ma peau sous la manche de mon uniforme. Vivienne, sur la plage, ce jour-là, on n'était pas juste des amis. On était déjà tout l'une pour l'autre. Claire nous a aidés à nous enfuir parce qu'Arnaud devenait violent. L'accident. Ce n'était pas un hasard. Il nous suivait. C'est lui qui a poussé la voiture de Claire. J'ai serré le volant à en avoir les jointures blanches. Le mystère ne faisait plus que s'épaissir. Mais cette fois, nous étions deux pour le traverser. Le titre de ma vie n'était plus une question, c'était une arme. L'appartement de la rue des Otages m'a paru différent lorsque j'ai franchi le seuil avec Eva dans mes bras. Ce n'était plus mon sanctuaire de solitude, c'était un avant-poste de guerre. Je l'ai installé avec précaution sur le vieux canapé en velours de ma grand-mère. Elle semblait si petite au milieu de ce décor figé dans le temps, entouré de poussière et de silence. Dehors, la ville d'Amiens continuait de respirer, ignorante du drame qui se jouait derrière ses volets clos. « Vivienne, regarde-moi », a-t-elle murmuré alors que je m'activais à fermer tous les verrous. Je me suis arrêtée et je me suis agenouillée devant elle. Ses yeux étaient embués de larmes, mais une lueur de lucidité sauvage y brillait. Elle a pris mon visage entre ses mains. Ses paumes étaient brûlantes. « Il ne s'arrêtera jamais », a-t-elle dit. Marc n'est pas seulement un psychiatre manipulateur, c'est un homme qui a besoin de posséder tout ce qui l'entoure. Quand Claire est morte, il a décidé que sa culpabilité devait être la nôtre. Il a passé 3 ans à nous convaincre que nous étions les architectes de notre propre malheur. Chaque séance, chaque médicament qu'il te prescrivait, chaque mot qu'il me murmurait à l'oreille quand tu dormais, tout était calculé. Pourquoi être resté ? Ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un souffle. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt ? Parce que tu étais brisée, Vivienne. Vraiment brisée. Après l'impact, tu ne savais même plus comment lasser tes chaussures. Tu criais le nom de Claire toutes les nuits. Il m'a menacé de te faire interner dans une unité fermée pour le reste de tes jours si je ne jouais pas le jeu. Il disait que c'était le seul moyen de te protéger de la justice. J'ai accepté de devenir ta femme dans ce simulacre pour rester à tes côtés, pour m'assurer qu'il ne te ferait pas de mal physiquement. J'ai senti une boule d'émotion me serrer la gorge. Tout ce temps, j'avais cru être une victime de ma propre mémoire, alors que j'étais le cœur d'un sacrifice silencieux. Eva avait accepté de vivre dans un mensonge atroce, de se faire passer pour mon épouse sous la surveillance d'un prédateur, simplement pour que je ne finisse pas derrière les barreaux d'un asile. Je me suis levée et je suis allée vers le vieux bureau en chêne dans le coin de la pièce. J'ai commencé à fouiller les dossiers que ma grand-mère avait laissés. Je savais qu'il y avait quelque chose ici. Un secret de famille que je n'avais jamais osé explorer, mais qui revenait à la surface. Ma grand-mère n'était pas seulement une femme solitaire, elle était la gardienne de titres de propriété que Marc Arnaud convoitait depuis longtemps. C'est pour cela qu'il m'avait laissé garder cet appartement. Il voulait tout. L'argent, la terre, et nos âmes par-dessus le marché. J'ai sorti un dossier jauni par le temps. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre d'avocat datant d'il y a 4 ans. Marc Arnaud avait tenté de racheter cet immeuble bien avant que je ne le rencontre officiellement. Il connaissait ma famille. Il savait exactement qui j'étais avant même l'accident. Le téléphone de l'appartement, un vieil appareil à cadran que je n'utilisais jamais, s'est mis à sonner. Le son a déchiré le silence comme un coup de feu. Nous avons sursauté toutes les deux. « Ne réponds pas », a chuchoté Eva. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis le silence est revenu, plus lourd encore. Quelques secondes plus tard, mon téléphone portable a vibré dans ma poche. Un message. Un seul mot. « Regarde par la fenêtre ». Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis approchée prudemment des rideaux et j'ai écarté un mince interstice. En bas, dans la rue déserte, la berline sombre du docteur était garée en double fil. Il était là, debout à côté de la portière, regardant vers le 3e étage. Il ne se cachait pas. Il ne cherchait pas à appeler la police. Il attendait, avec la certitude tranquille de celui qui possède les clés de la cage. Il sait que nous n'avons nulle part où aller, ai-je dit à Eva en revenant vers elle. Il pense qu'il nous tient toujours. Il nous tient, Vivienne, a-t-elle répondu en désignant ses jambes. Je suis un poids pour toi. Si tu veux t'en sortir, tu dois partir seule. Prends le dictaphone, va voir tes collègues à la caserne, va voir la police. Je ne te laisserai plus jamais, Eva. Jamais. S'il veut récupérer ce qu'il pense lui appartenir, il va devoir passer sur mon corps de pompier. J'ai ouvert mon sac d'intervention que j'avais ramené de la voiture. J'y ai trouvé mes outils. Une hache, une pince Monseigneur et ma lampe torche de forte puissance. Ce n'étaient plus des outils de sauvetage, c'étaient des armes. J'ai éteint toutes les lumières de l'appartement. Nous étions plongés dans l'obscurité, seulement éclairés par les reflets des lampadaires de la rue des Otages. On va sortir par les toits, ai-je décidé. L'immeuble est mitoyen avec l'ancien entrepôt de textile. Il y a une trappe de service dans le couloir. Mets mes jambes. Je vais te porter. Je l'ai fait sur l'autoroute. Je l'ai fait à l'hôpital. Je le ferai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Je l'ai soulevé une nouvelle fois. La douleur se lisait sur son visage, mais elle n'a pas émis un cri. Elle a passé ses bras autour de mon cou,
enfouissant son visage dans mon épaule. L'odeur de son parfum, ce mélange de vanille et de pluie, m'a donné une force que je ne soupçonnais pas. Ce n'était plus un souvenir implanté, c'était la vérité de ma peau contre la sienne. Nous avons quitté l'appartement. Le couloir était sombre et glacial. J'ai atteint l'échelle de fer qui menait à la trappe. C'était un exercice que j'avais pratiqué 100 fois à l'entraînement, mais jamais avec une femme blessée sur le dos. Chaque barreau était une épreuve, chaque souffle un combat. Une fois sur le toit, le vent froid de Picardie nous a cinglés. La vue sur la cathédrale d'Amiens était magnifique, une ombre gothique se dressant contre le ciel étoilé. J'ai posé Eva quelques secondes pour reprendre mon souffle. C'est là que j'ai vu une ombre bouger à l'autre bout du toit. Une silhouette haute, vêtue d'un long manteau gris, Arnaud. Il n'était pas passé par l'escalier. Il connaissait l'immeuble mieux que moi. Il nous attendait déjà en haut. « Vivienne, c'est assez ?» a-t-il dit d'une voix calme, presque déçue. « Tu n'es pas faite pour la fuite. Tu es faite pour le sacrifice. Rends-moi Eva, et je te promets que tu pourras retourner dans ton petit appartement. Tu pourras oublier tout cela une fois de plus. Je peux t'aider à effacer cette nuit. Ce sera comme si rien ne s'était passé. » J'ai resserré ma prise sur la hache que j'avais glissée dans ma ceinture. « Vous n'effacerez plus rien, Arnaud. Pas une seconde, pas un baiser, pas une larme. » J'ai fait un pas vers lui, cachant Eva derrière une cheminée en briques. Le duel final ne se jouerait pas sur des souvenirs, mais sur la réalité brute de la nuit d'Amiens. Le vent s'engouffrait entre les cheminées, faisant claquer les pans du manteau d'Arnaud. Il se tenait là, immobile, à quelques mètres seulement du bord du vide. La lumière de la lune, filtrée par les nuages de pluie, donnait à son visage une apparence de statue funéraire. Il ne semblait pas armé, du moins pas de manière visible, mais son assurance était une arme en soi. Il comptait sur ma faiblesse, sur ce doute qu'il avait planté en moi comme une graine de poison. « Regarde-toi, Vivienne », a-t-il lancé, sa voix portée par une rafale. « Tu es à bout de force. Tu portes le poids d'une femme qui ne pourra jamais te suivre, et tu serres une hache comme si tu pouvais découper la vérité. Pose cet outil. Redescendons. Eva a besoin de soins. Ses fractures vont s'infecter. Tu es pompier. Ton serment est de protéger la vie, pas de risquer celle de ton épouse sur un toit glissant. » Mon épouse, ai-je répété, le mot brûlant mes lèvres. Vous n'avez même pas honte de prononcer ce mot après tout ce que vous nous avez fait subir. Vous avez tué Claire. Ses sourcils se sont haussés, une expression de feinte surprise étirant ses traits. Claire est morte dans un accident, Vivienne. Un accident tragique dont tu es le seul témoin valide. Enfin, le seul témoin dont la mémoire est malléable. Si tu m'attaques ici, si tu me tues, qui croira l'histoire d'une femme diagnostiquée avec des troubles dissociatifs graves? On dira que tu as fait une crise de démence, que tu as enlevé une patiente et que tu as assassiné ton psychiatre. Tu finiras tes jours dans une cellule capitonnée, sans jamais revoir le visage d'Eva. Je sentais Eva trembler contre la brique de la cheminée derrière moi. Je pouvais entendre sa respiration sifflante. Elle était terrifiée, mais elle ne m'avait pas lâché la main. « Il ment, Vivienne », a-t-elle soufflé. « Il n'a pas de preuves. Tout est dans sa tête. Tout est dans ses dossiers manipulés. » J'ai fait un pas en avant, la hache à la main, mais je ne la levais pas. J'avais besoin qu'il s'approche. J'avais besoin qu'il sorte de sa zone de confort intellectuel pour entrer dans mon domaine, celui du contact physique, de l'urgence, de la sueur. « Vous avez peur, Arnaud », ai-je dit d'une voix basse et assurée. « Vous avez peur parce que pour la première fois en 3 ans, vous ne contrôlez plus le récit. Le dictaphone est dans ma poche. Les enregistrements de vos séances de suggestion sont là. Même si je meurs ce soir, si nous tombons toutes les deux, cet objet sera retrouvé. Et votre carrière, votre vie de notable d'Amiens, tout s'écroulera. » Le masque de marbre s'est fissuré. Une lueur de rage pure a traversé ses yeux. Il s'est avancé, perdant sa superbe. « Donne-moi cet appareil, Vivienne. Maintenant. » Il a plongé sa main dans sa poche de veste et en a sorti un scalpel chirurgical. La lame brillait d'un éclat froid. Ce n'était pas l'arme d'un combattant, mais celle d'un homme habitué à disséquer, à couper avec précision là où ça fait mal. Je n'ai pas reculé. Au contraire, j'ai lâché la hache. Le bruit du métal contre le zinc du toit a fait sursauter Eva. Arnaud s'est figé, surpris par mon geste. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il ricané. « Tu abandonnes ?» « Non », ai-je répondu. « Je vous montre que je n'ai pas besoin d'armes pour vous vaincre. Je suis Vivienne Day, lieutenante de sapeurs-pompiers. J'ai affronté des incendies de forêt, des effondrements d'immeubles et des carnages sur l'autoroute. Vous n'êtes qu'un homme qui se cache derrière des mots. J'ai bondi. Ce n'était pas un mouvement désordonné, mais une charge précise, apprise lors de centaines d'heures d'entraînement. Il a tenté de porter un coup avec son scalpel, mais j'ai esquivé sur le côté, saisissant son poignet avec une force qui a fait craquer ses os. Il a poussé un cri de douleur étouffé. Le scalpel est tombé, glissant sur la pente du toit avant de disparaître dans la gouttière.
Nous avons roulé sur le zinc. Il se battait avec une force de désespéré, griffant mon visage, essayant de m'atteindre à la gorge. Mais il n'avait aucune technique. J'ai utilisé mon poids pour le plaquer au sol, mes genoux clouant ses bras. « Regardez-moi, Arnaud !» ai-je hurlé alors que la pluie recommençait à tomber, lavant nos visages de la sueur et de la poussière. « Regardez bien la femme que vous avez essayé d'effacer. Je ne suis pas votre patiente. Je ne suis pas votre jouet. Je suis la femme qui aimait Claire, et je suis la femme qui sauvera Eva de vous tous les jours s'il le faut. » Ses yeux étaient exorbités, remplis d'une terreur primitive. Il a essayé de bégayer une menace, mais aucun son n'est sorti. J'ai sorti le dictaphone de ma poche et je l'ai tenu devant ses yeux. C'est fini. Vous allez descendre d'ici, vous allez monter dans votre voiture et vous allez disparaître. Si je vous revois, si j'entends parler de vous, j'envoie ceci au Conseil de l'Ordre et au procureur. Je l'ai relâché brusquement. Il s'est relevé, chancelant, se tenant le poignet brisé. Il a jeté un dernier regard vers Eva, qui nous observait, le visage baigné de larmes. Il n'y avait plus rien en lui du grand manipulateur. Il n'était plus qu'un vieil homme pitoyable sous la pluie. Il s'est détourné sans un mot et s'est dirigé vers la trappe de service. Je l'ai regardé disparaître dans les entrailles de l'immeuble. J'ai attendu d'entendre le bruit de sa voiture démarrer en bas, dans la rue des Otages. Quand les phares ont balayé la façade avant de s'éloigner vers les boulevards extérieurs, j'ai senti mes jambes se dérober. Je suis revenu vers Eva en rampant. Elle s'est jetée dans mes bras, me serrant si fort que j'en ai eu le souffle coupé. « On a réussi », a-t-elle sangloté. « Viviane, on a réussi. » Je l'ai bercée dans le froid de la nuit, le menton posé sur ses cheveux trempés. Le mystère de ma vie s'était éclairci, mais le prix à payer était immense. Nous étions 2 rescapés sur un toit, au-dessus d'une ville qui ne savait rien de notre victoire. C'est alors qu'Eva a levé la tête vers moi, son regard plongeant dans le mien. « Vivienne, il y a une chose qu'il a dite qui était vraie. » Sur le dictaphone. « Laquelle ?» ai-je demandé, mon cœur manquant un battement. « C'est bien moi qui ai détourné le volant ce soir-là, » a-t-elle murmuré. « Mais pas pour tuer Claire, pour nous sauver de lui. Il nous suivait avec un fusil, Vivienne. Il allait nous tirer dessus. J'ai dû choisir entre mourir par sa main ou risquer l'accident. J'ai choisi l'accident pour avoir une chance, même infime, que tu survives. Le dernier voile s'est levé. L'accident n'était pas une erreur, c'était un acte de guerre, et Eva portait ce secret depuis 3 ans, me laissant croire que j'étais la coupable, pour ne pas que je sache qu'il nous avait chassés comme du gibier. Je l'ai embrassé, un baiser désespéré qui goûtait le sel des larmes et l'amertume de la pluie. Le titre de notre histoire n'était pas « J'ai sauvé une femme », c'était « Nous avons survécu ensemble ». Nous sommes restés sur ce toit pendant une éternité, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel de nuances violacées au-dessus des ortillonnages. Le silence de la ville était revenu, mais ce n'était plus le silence oppressant du mensonge. C'était un silence de page blanche. J'ai fini par redescendre Eva, marche après marche, barreau après barreau, jusqu'à la chaleur relative de l'appartement. Mes muscles hurlaient de fatigue, mais mon esprit était d'une clarté de diamant. Les jours qui ont suivi ont été une étrange parenthèse, un temps suspendu où la réalité a dû se réorganiser autour de nous. Arnaud n'est pas revenu. Il avait disparu de la circulation, fermant son cabinet et quittant sa villa du quartier Henryville en une seule nuit. Il savait que le dictaphone était une épée de Damoclès dont le fil était déjà bien entamé. J'avais déposé l'appareil et les carnets de notes dans un coffre-fort à la banque, avec des instructions précises pour mon avocat, au cas où il nous arriverait quoi que ce soit. Eva a passé 2 semaines sur le vieux canapé, ses jambes guérissant lentement sous mes soins. J'avais pris un congé de maladie prolongé à la caserne, prétextant un choc post-traumatique lié à l'accident sur l'autoroute. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les gyrophares, le sang de Claire et le visage de l'homme qui avait transformé notre deuil en expérience de laboratoire. « Vivienne, tu ne peux pas rester ici éternellement à me regarder dormir », m'a dit Eva un après-midi, alors qu'un rayon de soleil d'hiver perçait enfin la grisaille d'Amiens. Je me suis assise à ses côtés, lui tendant une tasse de café. « Je ne te regarde pas dormir, j'apprends à te connaître pour la première fois. » Elle a esquissé un sourire, ce même sourire que j'avais vu sur la photo de la plage, celui qui n'appartenait qu'à elle. « On ne repart pas de zéro, Vivienne. On repart de là où on nous a forcés à nous arrêter. Mais cette fois, c'est nous qui tenons les rênes. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous ne pouvions pas rester rue des Otages. Cet appartement était trop plein de fantômes, trop lié à la version solitaire de moi-même qu'Arnaud avait cultivée. Nous avions besoin d'un lieu qui n'appartenait ni à mon passé de pompier célibataire, ni à notre faux mariage de Longo. Nous avons vendu la maison au volet bleu. L'argent de la vente, ajouté à l'héritage de ma grand-mère que je n'avais jamais touché, nous permettait de voir venir. Nous avons choisi une petite ferme en briques à restaurer, perdue dans la vallée de la Somme,
là où les brumes du matin cachent les maisons et où le seul bruit est celui du vent dans les peupliers, le déménagement a été un processus de purification. Nous avons jeté tout ce qui venait de lui, les meubles de Longo, les vêtements qu'il nous avait suggéré de porter, les cadres photos qu'il avait peut-être lui-même disposés pour nous piéger. Nous n'avons gardé que l'essentiel, les 2 chats, quelques livres rescapés et cette fameuse photo de la plage, où Claire nous souriait depuis le reflet des lunettes. Pourtant, le mystère n'était pas totalement résolu. Quelque chose continuait de me hanter, une question que je n'osais pas poser à Eva, de peur de briser notre fragile équilibre. Si elle avait détourné le volant pour nous sauver du fusil d'Arnaud, comment se faisait-il que la police n'ait trouvé aucune trace de tir ou de poursuite ce soir-là? Et pourquoi Arnaud, s'il était vraiment le meurtrier de sa propre femme, n'avait-il jamais été inquiété? J'ai commencé à faire mes propres recherches, discrètement, lorsque Eva se reposait. J'ai repris contact avec d'anciens collègues de la gendarmerie. J'ai fouillé les archives des rapports de police de cette nuit-là. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang une nouvelle fois. Le soir de l'accident, il n'y avait pas 2 voitures sur la route. Il y en avait 3. Et la 3e voiture, une dépanneuse volée, avait été retrouvée calcinée quelques kilomètres plus loin. Le conducteur n'avait jamais été identifié. Je suis retournée voir Eva, la main tremblante. Elle était dans le jardin, regardant les bourgeons de printemps qui commençaient à pointer. « Eva, dis-moi la vérité sur la dépanneuse », ai-je demandé sans préambule. Elle s'est raidie. Ses épaules ont semblé se tasser sous son vieux pull en laine. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. Ce n'était pas Marc qui conduisait cette dépanneuse, Vivienne, a-t-elle murmuré sans se retourner. Marc nous manipulait avec ses mots, mais il n'avait pas le courage de l'acte. Alors qui? Elle s'est enfin tournée vers moi. Ses yeux étaient d'une tristesse insondable. C'était ton frère, Vivienne, ton frère, dont tu as aussi oublié l'existence, parce qu'Arnaud a décidé que c'était plus simple comme ça. Ton frère qui travaillait pour lui, qui était sa main armée, c'est lui qui nous a percutés. Et c'est lui qu'Arnaud protège depuis 3 ans en te faisant croire que tu es la seule coupable. Le sol a semblé s'ouvrir sous mes pieds. Je n'avais pas seulement oublié une épouse, j'avais oublié une famille entière, une lignée de violence et de secrets que le docteur Arnaud avait utilisé pour construire son petit empire de douleur. Le nom de mon frère a résonné dans mon esprit comme une fréquence radioparasite, un grésillement insupportable qui tentait de se transformer en mélodie. Julien. Le prénom est remonté à la surface, charriant avec lui des images de bagarres dans la cour d'école, de mains calleuses et d'une odeur constante de cambouis et de tabac froid. Julien, mon frère aîné, l'ombre violente de mon enfance, que j'avais réussi à enfouir si profondément que même son souvenir m'était devenu étranger. Eva s'est approchée de moi, ses béquilles s'enfonçant légèrement dans la terre meuble du jardin. Elle a posé son front contre le mien. Marc Arnaud ne t'a pas choisi par hasard, Vivienne. Il connaissait Julien. Julien avait des dettes de jeu, des problèmes avec la justice qu'Arnaud t'a fait disparaître en échange d'une loyauté absolue. Ton frère est devenu son homme de main, son exécutant. Le soir de l'accident, Julien ne devait pas nous tuer. Il devait juste nous faire peur, nous forcer à sortir de la route pour qu'Arnaud puisse nous récupérer et nous ramener sous son contrôle. Mais Julien a toujours été trop brutal. Il a percuté la voiture de Claire avec une telle violence que tout a basculé. Pourquoi je ne me souviens pas de lui, ai-je crié, la tête entre les mains. Pourquoi je n'ai pas une seule photo de lui dans mes boîtes à souvenirs? Parce que c'est toi qui l'as effacé bien avant l'accident, Vivienne, a répondu Eva avec une douceur déchirante. Tu as coupé les ponts avec lui quand tu es entrée chez les pompiers. Tu voulais une vie propre, une vie de service, loin de sa noirceur. Arnaud n'a fait qu'utiliser cette amnésie volontaire pour la transformer en amnésie médicale. Il a supprimé les dernières traces de lui dans tes dossiers. Il t'a fait croire que tu étais seule au monde pour être ton seul recours. J'ai senti une nausée me tordre les entrailles. Mon propre sang avait servi de moteur à cette machination. Julien avait tué Claire, et Arnaud s'était servi de ce crime pour nous emprisonner toutes les deux. Eva par la menace de dénoncer Julien, et donc de me briser par ricochet, et moi par la culpabilité de l'accident. Où est-il maintenant? Ai-je demandé, les dents serrées. Eva a baissé les yeux. Arnaud l'a envoyé loin d'ici après cette nuit sur les toits. Il craignait que Julien ne devienne incontrôlable s'il apprenait que tu avais retrouvé la mémoire. Mais Julien n'est pas loin, Vivienne. Il rôde toujours dans les environs d'Amiens. Il attend que le docteur lui donne le signal pour revenir nettoyer la situation. J'ai regardé l'horizon, là où la Somme se perdait dans les peupliers. La menace n'était plus un psychiatre aux mains propres et aux verbes faciles. C'était un prédateur physique, un homme qui partageait mon ADN et qui connaissait mes faiblesses. Je ne pouvais plus me contenter de fuir ou de cacher des dictaphones dans des coffres forts. Je dois le trouver avant qu'il ne nous trouve, ai-je dit, mon instinct de pompier reprenant le dessus. L'urgence n'était plus de comprendre, mais de neutraliser. Nous sommes rentrés dans la ferme. J'ai ressorti mon sac d'intervention.
J'y ai ajouté mon vieux téléphone de service, celui que j'utilisais avant que ma vie ne soit réécrite. Je l'avais gardé par habitude, sans jamais le recharger. Je l'ai branché. En quelques minutes, l'écran s'est allumé, affichant des dizaines d'appels manqués, datant d'il y a 3 ans. Des appels de Julien. J'ai écouté le dernier message vocal. La voix était rauque, chargée de menaces et de reproches. « Vivienne, tu ne peux pas nous échapper. Le bon docteur dit que tu as besoin d'une leçon de famille. On se voit sur la route. » Le message datait de l'heure exacte de l'accident. J'ai pris ma voiture et je suis retournée à Amiens. Je n'ai pas été rue des Otages. Je suis allée dans les quartiers nord, là où les garages clandestins et les casses automobiles servent de refuge aux hommes comme mon frère. J'ai montré sa photo, une photo que j'avais fini par dénicher dans les archives numérisées de la caserne, un vieux cliché de visite familiale, à des hommes au regard fuyant. Finalement, un vieux garagiste qui sentait l'huile de vidange a pointé du doigt un hangar désaffecté près du canal. Il est là-bas, la petite. Mais je serai toi. Je n'irai pas seule. Ton frère a le regard de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Je n'étais pas seule. J'avais avec moi 3 ans de colère contenue, de mensonges accumulés, et l'amour d'Eva qui me servait de gilet pare-balles. Quand je suis entrée dans le hangar, l'obscurité était presque totale. Seule une lampe de bureau éclairait un coin encombré de pièces de moteur. Julien était assis là, nettoyant un pistolet avec une lenteur provocante. Il n'a pas semblé surpris. « Alors, la petite sœur a fini par se souvenir ?» a-t-il dit sans lever les yeux. « Le docteur m'avait dit que tu étais trop têtu pour rester dans ta boîte. C'est fini, Julien, ai-je dit, ma voix résonnant dans l'immensité du hangar. Arnaud est parti. Il t'a laissé tomber. Tu n'es plus qu'un pion dans une partie qu'il a déjà perdue. » Julien a ri, un son sec et sans joie. Arnaud ne laisse jamais tomber personne, Vivienne. Il a juste changé de stratégie. Il m'a dit que si je te ramenais, il me donnerait de quoi quitter ce trou à rats. Il a levé son arme, mais il ne visait pas mon cœur. Il visait mes jambes. Il voulait me ramener brisée, comme il avait brisé Eva, pour que le docteur puisse à nouveau nous soigner. C'est alors que j'ai compris le titre de ma vie. Je n'avais pas sauvé une femme. J'avais sauvé ma propre âme de la noirceur de ma lignée. J'ai lancé ma lampe torche de forte puissance directement dans ses yeux, l'aveuglant pendant une fraction de seconde. Le coup est parti, fracassant un baril de métal derrière moi. J'ai chargé, utilisant toute ma force et ma technique pour le plaquer au sol. Nous nous sommes battus dans la poussière et la graisse, un combat fraternel qui avait le goût de la mort. J'ai réussi à lui arracher l'arme et à l'envoyer valser dans le canal par une fenêtre brisée. « Regarde-moi, Julien !» ai-je hurlé en le maintenant au sol. « Regarde ce que tu as fait à Claire. Regarde ce que tu as fait à ma vie. » Son visage s'est décomposé. Pour la première fois, j'ai vu l'enfant effrayé derrière le monstre. Il a arrêté de lutter. Il m'a forcé, Vivienne. Il disait que c'était pour ton bien, pour que tu reviennes vers nous. Je l'ai lâché. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la gendarmerie. Je n'ai pas cherché à le couvrir. Je n'ai pas cherché à le sauver. Le mystère était résolu, mais le cœur n'était pas encore en paix. Il restait une dernière étape. La 13e partie de cette histoire, celle où le titre prendrait tout son sens, non plus comme une énigme, mais comme une destinée. Après l'arrestation de Julien, le silence est enfin devenu mon allié. Les aveux de mon frère ont agi comme un séisme, faisant s'écrouler tout l'édifice de mensonges que Marc Arnaud avait mis 3 ans à bâtir. Le bon docteur n'a pas attendu son procès. On a retrouvé sa voiture abandonnée près des falaises du Tréport, mais son corps n'a jamais été rendu par la mer. Pour certains, c'était une fin tragique. Pour moi, c'était simplement une ombre qui retournait au néant. Je suis retournée à la petite ferme dans la vallée de la Somme. Le printemps était désormais bien installé, transformant les champs de Picardie en une mer de vert tendre. Eva m'attendait sur le perron, sans béquille cette fois, bien que sa démarche garde une trace légère de cette nuit sur l'autoroute. Elle tenait à la main le petit carnet de chèques, celui qui portait le nom d'Arnaud, et elle le regardait comme un objet venu d'une autre galaxie. J'ai sauvé une femme qui dit que nous sommes mariés. Je me suis arrêtée devant elle, et ces mots, qui constituaient le cœur de mon tourment depuis des mois, ont soudain changé de vibration. Ce n'était plus le cri d'une inconnue délirante ou le piège d'un manipulateur. C'était une promesse que mon esprit avait oubliée, mais que mon âme avait toujours portée. « Vivienne », a-t-elle murmuré en posant sa tête sur mon épaule. « Est-ce que tu te souviens de la plage, maintenant ? Pas la photo, le moment. » J'ai fermé les yeux. J'ai laissé le vent de la vallée souffler sur mon visage. Et soudain, derrière les murs de briques de ma mémoire, une porte s'est ouverte. J'ai senti la chaleur du sable, le goût du sel sur mes lèvres, et j'ai entendu le rire de Claire, qui nous disait de ne pas bouger pour la photo. J'ai senti la pression de la bague sur mon doigt, une bague que j'avais moi-même choisie dans une petite boutique d'Amiens, bien avant que le monde ne s'écroule. « Je me souviens », ai-je répondu, et les larmes qui ont coulé n'étaient en plus des larmes de douleur. Je me souviens de tout. Le mystère n'était pas dans ce qu'elle disait, mais dans ma capacité à l'accepter.
Arnaud n'avait pas inventé notre amour. Il s'en était servi comme d'un matériau de base pour construire sa prison. Il avait pris une vérité sublime, deux femmes qui s'aiment envers et contre tout, pour la transformer en un cauchemar de culpabilité. En me faisant croire que je l'avais sauvé d'un accident dont j'étais responsable, il avait tenté de polluer la source même de ma force. Nous sommes entrés dans la maison. Sur la table de la cuisine, il y avait 2 nouvelles alliances, simples, en argent. Nous n'avions pas besoin de l'or du passé ou des documents signés sous la contrainte. Nous avons glissé les anneaux à nos doigts respectifs dans le silence sacré de notre cuisine. Nous sommes mariés, Vivienne, a-t-elle répété. Mais cette fois, avec une joie qui a illuminé toute la pièce. Oui, ai-je répondu. Nous le sommes. Le titre de mon histoire avait enfin trouvé sa résolution. Le sauvetage n'était pas celui de l'autoroute. Le véritable sauvetage avait eu lieu sur les toits d'Amiens, dans le hangar de Julien, et dans chaque seconde où nous avions refusé de laisser le mensonge gagner. J'avais sauvé la femme que j'aimais, et en retour, elle m'avait rendu ma propre vie. Nous avons passé la soirée à regarder la brume se lever sur la rivière. Les chats, Marius et Spleen, ronronnaient à nos pieds, indifférents aux tempêtes passées. L'appartement de la rue des Otages était vendu, les dossiers médicaux étaient brûlés, et le nom d'Arnaud n'était plus qu'un mauvais souvenir. Je suis Vivienne, je suis pompier, et je suis l'épouse d'Eva. Cette fois, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un diagnostic, et ce n'est pas un trou de mémoire. C'est ma réalité, solide comme la brique picarde et profonde comme les eaux de la Somme. Claire, où que tu sois, j'espère que tu nous vois, ai-je pensé en regardant la première étoile. Eva a serré ma main, et dans ce contact, j'ai trouvé la paix que j'avais cherchée pendant 3 ans. Le mystère était clos. L'histoire pouvait enfin commencer.